Bon, je vais vous l'avouer, je ne suis pas certain d'avoir vraiment dormi cette nuit, tellement j'étais impatient de voir comment cette semaine allait commencer. Et jusque-là, je vous l'avoue, je ne suis pas déçu. Honnêtement, j'aurais pas pensé qu'en plus, la bande de clowns qui gère le Moyen-Orient, là tout de suite, allait s'en donner autant à cœur joie. Mais quand même, je ne suis pas déçu. Mais vous savez ce qui est vraiment dingue ce matin, qui est vraiment absolument fou, c'est que vendredi dernier, les marchés américains venaient d'annoncer que l'économie américaine allait tellement bien qu'ils se sont effondrés. Le Nasdaq, sa plus grosse chute en termes de points de toute son histoire. Bon, après, c'est hyper facile de faire sa plus grosse chute en termes de points quand tu viens de prendre 8000 points en l'espace de 2 mois en te basant sur un narratif IA, des puces à mémoire et des data centers qui poussent comme des champignons. Oui, parce que c'est vrai, il faut l'avouer, en 2026, de trop bonnes nouvelles économiques, ça veut tout simplement dire hausse des taux. Ça, vous le savez. Et hausse des taux, ça veut dire que toute la magie IA à crédit, ça devient soudainement beaucoup moins magique, il faut le reconnaître. Et surtout, beaucoup plus cher. Vous ajoutez à ça en plus une nuit de missiles entre l'Iran et Israël, un pétrole qui repart à 96$, un Kevin Warsh qui va présider son tout premier FOMC dans 8 jours, et tout simplement la plus grosse IPO de l'histoire de la bourse qui arrive vendredi dans ce contexte de fête. Ça pousse un tout petit peu la réflexion en ce lundi matin du mois de juin. Du coup, vous comprenez pourquoi je suis devenu un tout petit peu insomniaque. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veilla et nous sommes le 8 juin 2026 et on a du boulot ce matin. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors on va déjà reprendre depuis le début, parce que pour comprendre ce qui se passe maintenant en Asie, il faut d'abord comprendre ce qui s'est passé vendredi à New York. On en a beaucoup parlé dans le Swiss Bliss, donc je vais faire court pour ceux qui ont déjà regardé la vidéo du week-end. Vendredi matin, à 14h30, heure européenne, le Bureau of Labor Statistics, le fameux BLS, a donc publié les chiffres de l'emploi du mois de mai. Et là, c'est un carton, 172 000 créations d'emplois, toutes les estimations ont été explosées, le chômage est stable à 4,3%, c'est une excellente nouvelle, on est quasiment en mode plein emploi. Sauf que oui, sur les marchés financiers en 2026, une excellente nouvelle économique, c'est une mauvaise nouvelle boursière. Parce que bonne économie, ça veut dire que la Fed n'a aucune excuse pour baisser les taux d'intérêt. Et si elle n'a pas d'excuse pour baisser les taux, elle a peut-être une bonne excuse pour les monter. Et monter les taux, quand vous êtes assis sur une montagne de positions leveragées en IA et en semi-conducteurs, c'est comme allumer une cigarette dans une usine de feux d'artifice. Le Nasdaq a donc perdu 4,2% en une séance, sa plus grosse chute en points de toute son histoire, pas en pourcentage, en valeur absolue. Le S&P perdait 2,6% et la semaine se terminait dans le rouge pour les 3 grands indices. 9 semaines de hausse consécutive terminées net. Alors maintenant, je veux qu'on comprenne vraiment ce qui s'est passé, pas juste les chiffres, la mécanique. Le marché avait 9 semaines de hausse dans les pattes, 9. Et cette hausse, elle reposait sur quoi ? Sur à peu près 10 titres dans un seul secteur, l'IA et les semi-conducteurs. Un stratégiste les avait même baptisés les Parabolic 7, AMD, Broadcom, Dell, Intel, Marvell, Micron, SanDisk. Et quand toute la performance d'un seul indice repose sur une dizaine de titres dans un seul secteur, le jour où ça grippe, il faut vite savoir où se trouve la sortie de secours. Broadcom avait publié des chiffres mercredi, on s'en souvient, des résultats qui, en temps normal, auraient provoqué une espèce de fête nationale, des feux d'artifice, du champagne, du caviar. Ils ont triplé leur revenu trimestriel, mais ils n'ont pas relevé leurs prévisions pour 2027. Et le marché a donc décidé que c'était une catastrophe. Voilà où on en est. Tripler ses revenus en ce moment, c'est décevoir le marché. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe en Asie. L'Asie n'avait pas pu profiter de vendredi, profiter entre guillemets, décalage horaire oblige, marché fermé. Alors ce matin, lundi 8 juin, du coup il découvre la nouvelle d'un coup et il rattrape le retard. Ça aussi on en a parlé ce week-end. Le Kospi ce matin, le Kospi coréen, perd 8,8% dans les premières minutes. Circuit breaker activé 3 minutes après l'ouverture. Trading suspendu. Samsung perd 11% d'un coup. SK Hynix pareil. Le Nikkei était en baisse de 3,8%. Et SoftBank dévissait de 7,5%. C'est pas une correction, c'est un nettoyage par le vide. On corrige les exagérations. 2 mois de rallye d'intelligence artificielle qui ont été compressés dans 2 séances de bourse. Et pourtant, Jensen Huang, le patron de Nvidia, était quand même à Séoul ce week-end pour signer un partenariat pluriannuel
avec SK Hynix, co-développement de puces mémoire pour les AI Factories. Grande ambiance, grandes annonces, deal annoncé dimanche soir, avec champagne et cotillon de nouveau. SK Hynix ouvre moins 10% ce matin pour commencer. Merci d'être venu, Jensen. C'est ça les marchés en ce moment, ça ne pardonne rien. Vous pouvez signer le plus beau partenariat du monde avec le dieu de l'IA en personne, autour d'une grillade à Séoul. Si le contexte macro dit vont, le marché, il va vendre. Ray Dalio a d'ailleurs sorti un mot ce week-end, il a dit le mot qu'on n'aime pas prononcer, il a dit bulle. Concentration dans un secteur unique, très volatile, hyper populaire auprès d'investisseurs non sophistiqués. Pour lui, c'est une bulle. Et il a même ajouté que même après la correction, les obligations sont désormais beaucoup plus attractives que les actions. Quand Ray Dalio te dit ça, il faut quand même le noter dans un coin, parce qu'il a quand même un tout petit peu d'expérience. Donc, déjà là, à 3h30 ce matin, quand on a ça à digérer, c'est pas simple, il faut le reconnaître. Mais c'est pas tout parce qu'il s'est passé plein d'autres trucs pendant la nuit. Parce que pendant que vous dormiez, il s'est passé quelque chose qui remet en question 100 jours de diplomatie américaine. Enfin, 100 jours de ce qu'on appelle généreusement une diplomatie. Dimanche, Israël a frappé Beyrouth, la banlieue sud, fief du Hezbollah, 2 morts, une douzaine de blessés. C'était la ligne rouge absolue pour Téhéran, la condition sine qua non pour rester à la table des négociations. L'Iran a répliqué, 10 missiles balistiques, 4 vagues sur la base aérienne israélienne de Ramat David. L'armée israélienne intercepte tout, 0 victime, tout va bien. Israël contre-attaque immédiatement, bien sûr, frappe sur des cibles militaires en Iran occidental et central, explosion à Téhéran et l'aéroport international de Téhéran est à nouveau fermé. Et là, évidemment, Trump entre en scène. Il appelle Netanyahou pour lui demander de se calmer et de ne pas répliquer. Netanyahou le remercie, il l'écoute et il ordonne des frappes quand même. Sur Fox News, Trump dit que les missiles iraniens n'allaient pas aider les négociations. Sur NBC, il a dit que Netanyahou n'aura pas le choix d'accepter ce que Washington négociera. Et au Financial Times, il a dit « I call the shots and he doesn't call the shots ». Un conseiller anonyme de la Maison-Blanche confie que Trump a sous-estimé la volonté iranienne de relancer le conflit. Un officiel iranien déclare qu'un deal avec Trump n'est plus faisable à ce stade. Et les futurs S&P, ils plongent, ils se stabilisent et puis ils remontent. Alors pourquoi est-ce qu'ils remontent tout d'un coup ce matin, après tout ce que je viens de vous raconter? Parce que Trump a dit une seule phrase. Il a dit qu'il allait calmer Netanyahou. Une phrase, un rebond et un trade pour le fiston. Bref, pour l'instant, on achète sur les tweets et on vend sur les missiles et on recommence, à moins que ce soit tout simplement l'inverse. Je vais être honnête avec vous, c'est le jour 100 de cette guerre, 100 jours. Et en 100 jours, on a eu environ 843 annonces de deals imminents. Je compte plus vraiment. 3 cessez-le-feu qui ressemblent plus à des passoires qu'à autre chose. Et un détroit d'Ormuz qui est toujours fermé depuis 3 mois. Et pendant ce temps, le marché américain avait quand même réussi à battre des records historiques. Mais ce matin, le charme s'est un tout petit peu dissipé quand même. On va déjà parler un petit peu du pétrole. Comme tous les matins, j'ai envie de vous dire, mais on est obligé de passer par là. Ce matin, le Brent repasse au-dessus des 96 $ à cause de l'Iran et de Netanyahou. Pourtant, l'OPEC a voté ce week-end une hausse de production de 188 000 barils par jour pour le mois de juillet. 4e hausse consécutive. Geste symbolique et légèrement grotesque en même temps parce que le détroit est toujours fermé. Et que ces barils, ils ont nulle part où aller. C'est exactement comme voter pour augmenter la production d'eau dans une ville dont les canalisations sont coupées. Ça fait bien dans les communiqués de presse, mais ça sert strictement à rien. Et c'est ça le vrai sujet. Celui que personne ne veut regarder en face, c'est les stocks. Les stocks commerciaux américains ont baissé de 8 millions de barils en une semaine. Ils sont à 434 millions de barils, 3% sous la moyenne de ces 5 dernières années. 5 dernières années. À Cushing, en Oklahoma, c'est le hub de référence pour le pétrole américain, on est à 22,4 millions de barils, son plus bas depuis décembre. Et il y a un seuil au-dessous duquel les réservoirs sont si bas que vous commencez à pomper de la boue. On appelle ça le tank bottom. C'est pas une métaphore, c'est littéral. Et on s'en rapproche. Ce week-end, JP Morgan a dit que le détroit rouvrira ce mois-ci, en juin. Alors moi, j'adorerais savoir comment ils arrivent à cette conclusion. La boule de cristal, le mar de café, ou alors Jamie Dimon qui bouffe tous les jours avec Trump, je ne sais pas. Si le détroit reste fermé, chaque mois qui passe ajoute 5 $ au baril durant le 3e trimestre et 15 $ au 4e. Faites le calcul, si on est à 96 aujourd'hui et qu'on ajoute 15 $ par mois au Q4, je me réjouis d'être à Noël. On ne va pas terminer la phrase, c'est beaucoup plus rassurant comme ça, mais j'imagine que dans vos têtes, vous l'avez déjà calculé. Et maintenant, on va parler de l'homme le plus inconfortable de Washington cette semaine, c'est Kevin Warsh.
Oui, le nouveau président de la Fed, vous le savez, nommé par Trump, premier FOMC meeting dans 8 jours, les 16 et 17 juin. Et voilà qu'il arrive avec un rapport sur l'emploi qui crie hausse des taux, un Brent à 96 $, un marché qui vient de se prendre une claque de 4% sur le Nasdaq et un CPI qui va sortir mercredi et que tout le monde est en train de parier déjà autour des 4,3% annualisés, le plus haut depuis 2023. Ça, c'est un baptême du feu. Trump, ce week-end, a donné son avis. Bon, personne ne lui a demandé son avis, mais vous connaissez le président américain. Hein. Il a besoin de personne pour qu'on lui demande quoi que ce soit. Il dit ce qu'il pense quand il a envie de le dire. Et il a dit que monter les taux serait idiot, tout en précisant qu'il voulait que Warsh fasse ce qu'il veut. Alors, Warsh arrive donc dans la salle de réunion du FOMC meeting dans une semaine avec un rapport emploi qui lui souffle à l'oreille droite « Monte les taux !» et un tweet présidentiel qui lui souffle à l'oreille gauche « Surtout pas !» Il y a quelque chose de magnifiquement absurde dans tout ça parce que Warsh lui-même, en novembre dernier, dans le Wall Street Journal, avait écrit que l'IA serait une force désinflationniste, que la productivité allait contenir les prix. Sa thèse, c'était celle de Greenspan dans les années 90, sauf que ce week-end, un économiste lui a répondu avec des données qui font un tout petit peu froid dans le dos. Il faut savoir que les dépenses tech en capital ont atteint 4,9% du PIB américain au premier trimestre de cette année. C'est au-dessus du pic de la bulle Internet de l'an 2000. L'électricité coûte une blinde, les puces mémoire coûtent plus cher, les ménages américains ont un taux d'épargne de 2,6% contre 7,3% en 2019 et leur revenu disponible réel a baissé de 1,1% depuis l'an dernier. C'est pas désinflationniste tout ça, c'est exactement l'opposé. Et Greenspan, dans les années 90, ça a fonctionné. Pourquoi ? Parce que le pétrole était déjà à 11 $ pour commencer, 11 $ le baril en 98, parce que les métaux s'effondraient, parce que l'agriculture mondiale était en surproduction. Warsh, lui, il a un pétrole à 96 $, un détroit fermé depuis 100 jours et une inflation à 4,3%. C'est pas tout à fait le même film. Et si Warsh applique la thèse de Greenspan dans ce contexte-là, mercredi, ça va être une journée intéressante. Goldman Sachs a abandonné ses prévisions de baisse de taux pour 2026. D'ailleurs, ils ont été repoussés à 2027. BNP Paribas prévoit désormais 3 hausses de taux cette année. 3 ! Et pour couronner le tout, parce que cette semaine n'était pas assez chargée, vendredi prochain, enfin vendredi cette semaine, on aura l'IPO de SpaceX. 75 milliards de dollars levés, valorisation à 1800 milliards, la plus grosse introduction en bourse de l'histoire de la finance mondiale, plus grosse qu'Aramco, plus grosse que tout. Et j'entends déjà certains dire « Oui, mais SpaceX, c'est incroyable, Starlink génère 7 milliards d'EBITDA avec des marges de 60%, Starship va révolutionner l'accès à l'espace, blablabla. » Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. SpaceX est probablement la compagnie la plus spectaculaire de sa génération. Mais tout le monde est en train de se méfier et se pose quand même des questions sur l'avenir. Un peu trop de questions peut-être. Pour justifier 1800 milliards, il faudrait générer 840 milliards de revenus en 2036, c'est-à-dire à peu près ce que fait Alphabet en 2 fois. 2 fois Alphabet, il faudrait faire Google, YouTube, Waymo, le tout. Il faut faire 2 fois mieux pour pouvoir justifier cette valorisation dans 10 ans. Le meilleur analyste indépendant, le plus optimiste, on va dire, valorise le titre à 1300 milliards. Ceux qui ne sont pas dans le syndicat, parce que ceux qui sont dans le syndicat sont beaucoup plus optimistes. Et donc il y a quand même, à 1300 milliards, il y a déjà une prime sur le premier prix payé vendredi prochain. Et cet IPO arrive vendredi, après une semaine où le marché vient de perdre 1000 milliards sur les semi-conducteurs en une séance. Alors qu'Alphabet a surpris tout le monde en annonçant une levée de fonds de 85 milliards en equity, ce qui a semé un petit peu la nervosité sur la dilution dans tout le secteur tech. Et avec les IPO d'Anthropic et d'OpenAI qui arrivent encore ces prochains temps, c'est pas fini. Et la fenêtre IPO, comme disait un gestionnaire londonien ce matin, pourrait se refermer plus tôt que beaucoup ne le pensent. SpaceX va être le test ultime. Est-ce que les investisseurs ont encore l'appétit pour payer des multiples de science-fiction après une semaine pareille ? La réponse à cette question va donner le ton pour les 6 prochains mois. En tous les cas, sur la plateforme Hyperliquid, où l'on est censé pouvoir traiter SpaceX avant son IPO, le titre s'est fait démonter ces derniers jours et a perdu déjà plus de 30%. Même si le prix théorique sur Hyperliquid est toujours en dessus du prix d'émission. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça ? Cette semaine est une espèce de test de résistance, pas juste pour les marchés, pour le narratif tout entier qui a porté cette hausse depuis 2 mois. Le narratif qui dit que l'IA est plus forte que n'importe quelle perturbation géopolitique, que la guerre va se résoudre en deal hollywoodien de dernière minute, que la Fed ne peut pas se permettre de monter les taux parce que ce serait trop douloureux, et que SpaceX vaut 1800 milliards parce qu'Elon Musk peut faire des choses que personne d'autre n'arrive à faire. Vendredi dernier, on a commencé à répondre à ces questions. Et la réponse était inconfortable.
La nuit de dimanche a ajouté une couche supplémentaire à tout ça et le CPI de mercredi va continuer à faire bobo probablement. Et le FOMC meeting de Kevin Warsh dans 8 jours nous donnera peut-être la véritable sentence. 100 jours de guerre, 100 jours où on nous a répété que le deal était imminent, 100 jours où les marchés américains ont quand même battu des records. Et ce matin, pour la première fois depuis un moment, j'ai l'impression que le marché commence à regarder le verre à moitié vide. C'est pas forcément une catastrophe, les corrections saines existent, les marchés qui respirent existent, mais si vous pensiez que l'été allait être super calme, peut-être que vous aviez tort. On se retrouve donc demain matin, même heure, même endroit, et cette fois avec le CPI en ligne de mire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, et de revenir demain matin, comme d'habitude. Excellente journée à tous. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.